une des raisons qui cause en fait une certaine méfiance, je dirais, dans la population et le manque d'attache scrupuleuse aux règles. Professeur Gabriel Itzviki, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je le disais tout à l'heure dans les titres, on ne voit vraiment pas de baisse, la moindre baisse dans le nombre de malades enregistrés quotidiennement en Israël du coronavirus et cela préoccupe d'une certaine manière l'ensemble des responsables et que ce soit du corps médical ou des responsables au niveau du ministère de la Santé, en particulier le coordinateur national de lutte contre le coronavirus, professeur Gamzou. Vous pouvez nous expliquer pourquoi finalement on n'arrive pas à faire baisser cette courbe? On est toujours depuis plusieurs semaines, autour de 1500 à 1800 malades quotidiens. Alors, je pense que c'est dû à deux facteurs principalement. Le premier facteur, je l'attribuerais à la population générale qui, dans l'ensemble, respecte les règles de sécurité, d'hygiène, enfin, etc., le port du masque, la distanciation et tout ça. Mais il est clair que les gens, en bon français, en ont un petit peu mal. Ça fait plusieurs mois déjà que ça dure, c'est difficile, il fait chaud dehors, des températures de plus de 30 degrés, c'est pas très facile. Donc ça c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est dans différents groupes sociaux, je dirais, certaines personnes ou certains groupes sociaux se permettent de faire des choses qui sont absolument interdites et dangereuses du point de vue médical, comme des méga mariages ou comme des grandes fêtes ou d'autres choses, qui sont en effet qui représentent en effet un grand risque pour la population. Alors, lorsque vous parlez de groupes sociaux, alors, on va essayer d'être plus clair et d'une certaine manière, vous qui êtes chef de service à Shaare Zedek, c'est-à-dire à Jérusalem, vous êtes au cœur de ce phénomène. Vous pouvez peut-être nous le confirmer ou nous l'infirmer. On parle beaucoup dans la presse, c'est pas un secret. Il s'agit des communautés orthodoxes et de la population arabe israélienne. Alors, est-ce que effectivement, par exemple, à l'hôpital Shaare Zedek, il y a une proportion plus importante de membres de ces communautés qui sont malades dans le département de coronavirus? Alors juste, je me permets de vous corriger pour éviter de faire un amalgame. Il s'agit de certaines parties de la population ultra-orthodoxe, parce que d'autres parties, en effet, ou d'autres groupes respectent scrupuleusement les règles. Et il s'agit également de certaines parties de la population arabe, pas tout le monde. Oui, c'est un grand problème. On voit que ce soit à l'hôpital ou que ce soit autre part, des gens qui ont assisté à ces fêtes, à ces mariages, etc., et qui, une dizaine de jours, 15 jours après, sont tombés malades. On voit très clairement les conséquences qui étaient prévisibles à l'avance. C'est pas quelque chose qui nous est tombé dessus de manière imprévisible. Alors pourquoi ce qui a été rendu possible à la fin de la première vague, lorsque l'on a vu le nombre de malades diminuer, je me souviens qu'on était passé en dessous du seuil de 2000 malades, pourquoi ce qui était possible à l'époque, c'est-à-dire au mois d'avril, fin avril, est si difficile aujourd'hui? Alors également pour deux raisons. La première, c'est que c'était nouveau. Tout était nouveau, les gens avaient beaucoup plus peur, une plus grande crainte, alors que maintenant on comprend que ce coronavirus ou ce Covid va nous accompagner pendant encore de nombreux mois jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin efficace ou un traitement efficace. Et donc les gens continuent à craindre, mais de l'autre côté, les gens sont obligés d'aller au travail, sont obligés d'avoir une certaine vie sociale, familiale, etc. On ne peut pas abandonner complètement ses parents ou ses grands-parents, ne pas aller les voir pendant des mois et les laisser à l'intérieur de leur domicile en leur interdisant de sortir. On ne peut pas garder les enfants et leur interdire d'aller jouer au parc ou d'aller à l'école qui commence dans quelques jours. Et pareil avec le travail. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que n'oubliez pas, aux alentours des fêtes de Pessah, de Pâques, on a eu en fait, le pays a été mis à l'arrêt pendant 15 jours. Oui. Les gens ont dû rester à domicile, n'ont pas pu sortir, ne sont pas allés au travail, etc.
et au fur et à mesure, pas d'un coup, à mon avis trop rapidement, je l'avais dit d'ailleurs à l'époque, que ce soit sur votre chaîne ou sur d'autres chaînes de radio et de télévision, je l'avais dit à l'époque, les ouvertures se font beaucoup trop rapidement. Attention à la deuxième vague, malheureusement j'avais raison, la deuxième vague est venue. Et maintenant il faut, entre les besoins médicaux et les besoins socio-économiques, socio-économiques et familiaux, essayer de jongler pour trouver le bon milieu, parce qu'on ne peut pas se permettre réellement de nouveau renvoyer tout le monde à la maison et d'arrêter le travail pendant 15 jours. Alors, est-ce que vous qui êtes médecin et qui voyez un peu, pas un peu, tous les jours, les effets, les contre-coups donc de ce manque de respect, on va dire, des gestes barrières pour beaucoup de gens, est-ce que finalement, vous ne pensez pas que on peut s'habituer à vivre comme on vit depuis ces 2 derniers mois, c'est-à-dire avec une présence d'un millier de malades, plus de 1000 malades, 1500 malades chaque jour. Ces malades sont là. Pour la plupart, dans leur immense majorité, il s'agit de malades presque asymptomatiques ou avec on va dire des symptômes extrêmement légers. Finalement, eh bien, peut-être que l'on peut continuer à vivre comme cela jusqu'à la découverte d'un vaccin, ou alors, à votre avis, par exemple, le fait que l'on approche maintenant de l'automne, de l'hiver, on risque de se retrouver avec une nouvelle augmentation de la vague? Alors d'un côté, en effet, il y a l'automne et l'hiver qui arrivent, il y aura la grippe habituelle, etc. Peut-être une recrudescence également du coronavirus. Et de l'autre côté, oui, on s'habitue, comme vous dites, à cette situation. Beaucoup d'infectés de personnes infectées au séropositif sont en fait asymptomatiques, mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier non plus que les personnes âgées qui n'en peuvent plus de rester à domicile sortent. Comme je disais tout à l'heure, on va voir les parents, les grands-parents, etc. Et là réside le grand risque, parce que si on fait tomber les barrières, les mesures de sécurité, ces personnes-là risquent de tomber malades également. C'est ce qui se passe de temps en temps, on le voit à l'hôpital. À l'hôpital, c'est clair que pour les cas de malades graves, ce sont uniquement des personnes âgées? Non, 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 pas uniquement. On a aussi des jeunes, contrairement à ce qu'on prétend. Également certaines personnes qui sont en bonne santé, sans maladie de base, qui sont relativement jeunes, la cinquantaine à peu près. Mais c'est vrai que la majorité, surtout des cas graves, restent des patients de plus de 65-70 ans avec des maladies de base, mais pas tout le monde. Mais là, il y a un débat que je suppose qui est présent dans la plupart des familles où il y a des personnes âgées. C'est-à-dire que les personnes âgées, elles ne sont peut-être, on les a peut-être protégées physiquement du corona, mais psychologiquement, elles sont affectées aussi, n'est-ce pas? C'est tout à fait juste. Alors comment on trouve le juste milieu là? Alors, on ne peut pas enterrer les gens vivants et donc il y a plusieurs facteurs. Le facteur médical étant un des facteurs. Et du point de vue médical, si on veut essayer d'éradiquer cette pandémie, ce qu'il faut faire, c'est renvoyer tout le monde à la maison, interdire à tout le monde de sortir pendant 4 semaines ou pendant 6 semaines d'affilée, comme ça se fait dans l'État du Victoria en Australie, ou pendant 6 semaines, l'État du Victoria, juste du point de vue de comparaison, a à peu près le même nombre d'habitants qu'en Israël, où pendant 6 semaines, personne n'a le droit de sortir, les gens sont confinés à la maison, etc., etc. Mais il y a d'autres facteurs. Et comme vous le dites très justement, il y a des facteurs sociaux, il y a des facteurs économiques, il y a des facteurs familiaux. Et donc, il faut essayer de jongler. C'est ça qui rend le tout très difficile. Alors, justement, jongler, c'est apparemment ce qu'essaye de faire Ronnie Gamzo avec ses codes couleurs. Là, oui. Vous pensez que c'est le moyen de sortir de cette crise sans justement imposer un reconfinement à l'ensemble de la population? Je pense que c'est un des moyens, mais le principal, à mon avis... Ça veut dire, par exemple, je vous pose la question encore une fois à vous, à Sharet Zedek, vous êtes capable, par exemple, vous, lorsque vous voyez des malades arriver, de voir s'il y en a une masse qui viennent, par exemple, de tel ou tel quartier ou de telle ou telle région de Jérusalem, mais pas du tout d'une autre région. Est-ce qu'il y a une possibilité, par exemple, que dans Jérusalem, eh bien, il y ait une carte où il y a des quartiers rouges, on va dire, et des quartiers verts? Oui, ça existe bien sûr.
Il y a des quartiers rouges, il y a des quartiers oranges, disons, Oui. à Jérusalem, un petit peu moins de quartiers verts. Mais oui, bien entendu, ça existe. C'est une conséquence de ce qu'on disait tout à l'heure aussi, du respect de la population, de certains, des gens qui ont enfreint les règles, des méga-mariages et d'autres choses. Et ça, on le voit, bien entendu qu'on le voit. Et une des solutions est en effet la solution préconisée par le professeur Gamzou. Mais il faut, pour qu'il puisse appliquer son plan, qu'il ait l'accord et le soutien des politiciens. Et ça, c'est un autre problème dans lequel, bien Pourquoi entendu, je ne rentrerai pas. Oui. Non, parce que le monde politique, avec ses avantages et ses désavantages, pour certaines raisons bien politiques parfois, décide d'aller à l'encontre de certaines propositions faites par le monde médical pour des raisons qui lui sont propres à lui. Mais par exemple, je lisais il y a 2 jours, et dites-moi si je me trompe, qu'on pouvait envisager aussi d'imposer ces codes couleurs aux synagogues. Par exemple, il y aurait une certaine logique qui n'a jamais été appliquée et qui cela paraît stupéfiant, à ce que, par exemple, à la grande synagogue de Jérusalem, où il y a 3000 personnes, eh bien, c'est totalement stupide de limiter ça, le nombre de fidèles, à 20 fidèles pour les prières du Shabbat, on va dire, alors que c'est une synagogue immense, et au même titre, alors que d'autres synagogues peuvent faire rentrer 20 personnes, alors que en fait, leur capacité est de 30 ou 50 personnes. Alors, je suis absolument d'accord, je suis 100% d'accord, je le dis également depuis très longtemps. Pourquoi c'est si difficile Pourquoi c'est si difficile d'aller selon cette logique apparemment élémentaire? Alors, je ne peux pas vous répondre, mais c'est un fait que j'ai également écrit depuis très longtemps, et je dis depuis plusieurs semaines qu'une des raisons qui cause en fait une certaine méfiance, je dirais, dans la population, et le manque d'attache scrupuleuse aux règles, c'est le manque de logique. C'est le manque de logique. Il n'y a strictement aucune logique à autoriser 30% dans les restaurants, mais uniquement 20 personnes ou 10 personnes dans les synagogues, comme vous dites si bien. Il y a des synagogues qui ont une capacité de 20 personnes, et quand 20 personnes sont dedans, il n'y a aucune distanciation de 2 mètres, et les gens sont l'un à côté de l'autre. Et il y en a d'autres, comme la synagogue où moi je prie, qui a 350 places, ou la grande synagogue de Jérusalem, qui en a 3000, où c'est totalement et absolument ridicule d'autoriser uniquement 20 personnes. Donc il faudrait faire, bien entendu, un pourcentage. Et 6 mois, ça n'a pas suffi aux autorités pour comprendre cet illogisme? Je pense qu'à un certain moment, ils l'ont compris. C'est pour ça qu'ils ont nommé le professeur Gamzou comme précepteur. Je pense que lui, il comprend ça. Il est en train d'essayer de changer ces choses. Quand est-ce qu'on arrivera à ça dans les synagogues? Je ne sais pas encore. C'est peut-être pas sa première priorité, les synagogues, j'en sais rien. Mais c'est absolument, c'est un sujet qui est important pour une bonne frange de la population et qui n'est pas traité de manière correcte. Et quand on voit par exemple les manifestations du samedi soir devant la résidence Balfour, la résidence du Premier ministre, là aussi vous pensez que ce sont des zones à forte contamination, à risque de forte contamination? Sans aucun doute. Et je m'élève contre certains journalistes ou politiciens qui disent qu'il faut fermer les synagogues, mais qu'on est obligé de permettre et d'autoriser les manifestations parce que c'est la base de la démocratie. Bien entendu que c'est la base de la démocratie, mais les synagogues sont également une des bases de notre croyance et de notre pratique religieuse. Et on ne peut pas. J'ai entendu des personnes disant oui, on est obligé d'autoriser les manifestations, même les méga manifestations, parce que c'est la base de la démocratie. Si on ne les autorise pas, tout notre système démocratique sera affaibli et on est obligé de prendre le risque. Non, on n'est pas obligé de prendre ce risque puisque c'est un risque médical. Donc, soit on le prend pour rien du tout, ni les synagogues, ni le théâtre, ni les concerts, ni les manifestations, on le prend pour tout, mais il faut qu'il y ait les mêmes règles et la même logique pour tout. Eh bien, professeur Gabriel Izbiki, merci beaucoup de nous avoir éclairé, apporté votre appréciation de la situation actuelle dans ce combat qui n'est pas gagné encore pour la lutte contre le coronavirus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne santé à vous et à tous les auditeurs. À bientôt, merci, au revoir.